L'économie congolaise, on en parle ce soir sur Tchelika Media. Quelles sont les attentes à l'entame de ce quinquennat? Le gouvernement congolais a été rendu public il y a quelques jours déjà. Quels sont les défis économiques aujourd'hui qui se présentent face à ce nouveau gouvernement? Dans ce magazine, dans cette grande interview, on parlera également de la privatisation de la Banque Postale et de la venue de la ZLECAf. Comment le pays affûte-t-il ses armes à la venue de ce grand marché continental? Pour en parler, coach Jeannot Ambende, vous n'êtes plus carrément à présenter sur Tchelika, mais je prends quand même la peine. Vous êtes statisticien et économique. Bonsoir et bienvenue. Merci monsieur le journaliste. C'est un honneur pour moi d'être là ce soir, cet après-midi, pour participer à cet échange. Et l'honneur revient à Tchelika qui m'a invité. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir rehaussé de votre présence. En face de vous, Jefté Ngapula, vous êtes économiste, consultant à Contia Advisory, j'espère que je lis bien, qui est un cabinet conseil en économie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, c'est bien ça. Une question générique pour commencer. Vous êtes tous les deux économistes. Si il vous est demandé aujourd'hui de faire un toilettage assez générique sur l'économie congolaise, coach Jeannot, quelle serait votre lecture? Bon, déjà, comme nous le savons tous, un pays ne manque pas d'économie. C'est d'ailleurs l'un des ministères ou des éléments les plus déterminants pour la vie d'une nation. Parce que l'économie reste, pour moi, l'un des éléments les plus importants. Parce que quand un pays est doté d'une bonne économie, généralement, les attentes des populations sont satisfaites. Alors, parler de l'économie congolaise de façon générale, il faut que nous puissions regarder de fond en comble les indicateurs. Mais pris sur le volet des engagements de l'État, vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le pays est dans une situation de crise, toutes les autorités le reconnaissent, parce que vis-à-vis de tous les engagements que l'État est censé prendre vis-à-vis de la population, il y a effectivement quelques difficultés que nous remarquons, parce qu'il y a des retards de paiement de certaines structures. Ça prouve à suffisance que nous sommes dans une situation de crise économique. Ben, ce n'est pas une fatalité en soi, parce que dans tous les États du monde, ça peut arriver qu'un pays puisse effectivement être confronté à des situations économiques qui peuvent apparaître graves selon certains, mais vu sous forme d'indicateurs que nous allons certainement développer tout à l'heure, on peut effectivement passer la situation. C'est possible. C'est possible. Jefté Ngapula, votre opinion par rapport à cette lecture de façon générique de l'économie congolaise actuellement? Bon, la situation économique du Congo actuellement, vous savez que ça fait plus de 10 ans que le Congo se trouve dans une phase de cycle d'endettement. C'est depuis 2014, avec la chute du coût du baril de pétrole, que nous sommes dans cette situation, et ce cycle devient un peu infernal parce qu'on a comme cette impression-là que nous n'allons pas sortir de là, parce que 10 ans après, nous demeurons toujours dans la crise. La situation économique ne rassure pas. Nous avons la question sur l'endettement public qui ne cesse d'inquiéter. Donc le taux aujourd'hui est à 97% du PIB. Donc vous voyez que très loin des critères de convergence de la zone CEMAC. Donc vous voyez que elle est inquiétante. Ce n'est pas une fatalité, mais il suffit pas de tenir un discours pour sortir un pays de la crise. Il faut des vraies réformes. Ouais. Des vraies réformes. Jefté Ngapula a parlé de l'endettement qui est assez lourde aujourd'hui, coach Jeannot. Ça constitue bien évidemment un des principaux défis aujourd'hui de notre économie. Quel regard vous portez face à la situation de l'endettement du pays? Tout à l'heure, je vous parlais effectivement de l'indicateur. Plus sous diverses formes. Si c'est déjà le volet endettement qui doit être vu en premier, ça ne pose pas problème à mon avis. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que la dette n'a jamais été un problème pour un pays. La preuve en est, vous allez voir que les États-Unis, on nous dit que c'est le pays le plus endetté. Je ne vais pas faire là une comparaison parce que c'est pas la même réalité. La question se pose plutôt sur qu'est-ce que l'on fait avec la dette. Parce que un pays sans dette, je n'en connais pas un au monde. Est-ce qu'il faut s'endetter pour s'endetter? Je ne pense pas. Ici, la question de l'endettement devait
devait être vu plutôt sous la forme de l'efficacité de la dette. Parce que toutes les études révèlent que lorsque vous endettez et que cet endettement sert effectivement au financement de l'économie, par là des secteurs plus productifs, ça crée de l'emploi et au retour, c'est bénéfique. Ben, si un pays s'endette pour s'endetter, il y a un problème. Parce que les problèmes vont effectivement demeurer. Vous allez être d'accord avec moi que il y a eu un moment donné où on commençait à dire que l'ensemble des infrastructures que le Congo a effectivement bénéficié, nous les connaissons tous, a été fait sur le volet de l'endettement. Est-ce que ça empêchait au pays de se doter d'infrastructures? Non. Mais ici, nous regardons les choses aussi sous l'angle des externalités qui devaient être positives. C'est-à-dire que lorsque vous endettez, vous construisez des stades, vous construisez les routes, c'est maintenant ce que ces routes-là vont rapporter à l'économie nationale. Pour moi, le problème ici se pose pas seulement sur l'endettement. Oui. Pour certains, ça demeure un problème. Le débat entre les économistes est largement partagé. Mais je regarde toujours sur le résultat ou la manière dont cette dette est utilisée et ce que ça rapporte effectivement à l'économie nationale. Donc, si un pays devait s'endetter, pour moi, c'est normal. Est-ce que cette dette rapporte? Là, ça demande à ce que nous puissions voir les résultats au niveau des indicateurs pour le pays. On reste avec vous. Vous parlez des résultats aujourd'hui, ce qui signifie, selon vous, que l'endettement n'a servi à rien. Déjà, si nous repartons du côté du FMI, nous savons bien que parmi les créanciers de notre pays, il y a le FMI. Et la question que je me pose, pourquoi tout le temps nous allons vers le FMI? Déjà, du point de vue institutionnel, c'est normal, parce que nous appartenons dans un monde, et on n'est pas assez fermé. Et vous allez remarquer souvent, même quand le FMI, généralement, prête de l'argent aux États, il est souvent, c'est précédé de certaines études. Ils viennent pas comme ça, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'ils essaient de regarder pour voir est-ce que si nous donnons l'argent au Congo, le Congo sera en mesure de pouvoir rembourser. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'au niveau des indicateurs, nous serons d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et la plupart des autorités sont d'accord ou bien d'accord que le pays a seulement besoin d'argent, parce que vous avez remarqué que dans le discours du président de la République, la toute première recommandation ou mesure qu'il donne, il dit mobilisation des ressources. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y en a pas. Ou il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Oui. Ben, si le recours à l'endettement vers le FMI peut être une solution, pour moi, ça ne posera jamais problème. Je le dis en tant que statisticien. Maintenant, est-ce que cette dette-là nous rapporte? Là, on est dans un autre débat. Pour revenir sur les exemples de tout à l'heure, je veux pas des infrastructures. Ça nous apprend de l'avoir des infrastructures. Est-ce que les externalités positives de ces infrastructures suivent? Est-ce que la population tire réellement profit de ces infrastructures? Je ne saurais pas vous le dire parce que pour moi, le débat devait être fait avec des indicateurs précis et concis. À ce stade, je ne sais pas si l'étude nationale a été menée pour pouvoir savoir si ces infrastructures rapportent ou pas. Pour vous prendre un exemple, regardez la route Brazzaville-Pointe-Noire. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons avoir une idée sur le coût de rentabilité journalier de cette route? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le Congo ayant bénéficié de la route Brazzaville-Pointe-Noire, si c'est fait par l'endettement, je n'en sais rien. Ouais. Est-ce que cette route-là rapporte suffisamment ce que ça allait rapporter par jour? Ça demande effectivement une étude de terrain, une étude de faisabilité. On reste avec vous, Jephté Ngapula. Le pays aujourd'hui est à sa 6e revue avec le FMI. Selon certaines affirmations, le pays repart encore vers le FMI. Qu'est-ce qui a changé après avoir contracté, après avoir bénéficié bien évidemment une fois de plus de l'aide du FMI pour une 6e fois? Bon, merci encore une fois. Déjà, vous savez que le recours du Congo vis-à-vis de cette institution, c'était pour un équilibre macroéconomique. Suite à la crise que nous traversons depuis un moment, il fallait faire recours à cette structure. Mais malheureusement, vous allez être d'accord avec moi que la situation n'a pas changé comme telle. Ouais. Quand mon co-débatteur parle de la dette, en fait, il n'a pas tort sur ce qu'il dit, par exemple, parce que tous les pays du monde sont dettes, ça c'est un principe. Ouais. Mais attention, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. La nôtre, elle est bonne? La nôtre ne peut pas être bonne, elle n'est pas bonne parce que le taux de rentabilité n'est pas celui-là. Oui. Et aujourd'hui, quand on s'endette,
Il a même voulu prendre comme exemple les États-Unis et après il a rectifié le tir en disant même qu'on ne va pas comparer l'incomparable parce que les deux économies ne se structurent pas de la même manière. Et le Congo aujourd'hui est dans une phase très complexe, s'il faut parler comme ça en termes de sa gestion de la dette, parce que l'année 2025, le Congo a connu même des défauts de paiement au niveau de la sous-région. Donc c'est pour dire que la dette du Congo aujourd'hui inquiète. Il ne suffit pas de s'endetter, mais aujourd'hui là, il faut réfléchir sur comment et quoi faire pour sortir de cette situation, parce que plus on s'endette, plus ce cycle d'endettement là va demeurer. On est à plus de 10 ans que le pays est en crise. On ne fait que s'endetter. Parfois même on s'endette même pour payer des fonctionnaires. Mais dans une telle configuration, naturellement, cette dette ne peut pas être la bonne. Vous voyez, le Congo a fait son retour sur les marchés financiers internationaux à travers les réformes du gouvernement Makosso que j'apprécie bien, mais il y a un risque il y a un risque là-dessus parce que nous sommes endettés à des taux très élevés. Et je vous assure que d'ici 2033 à 2032, ça sera chaud pour nous parce qu'il faut rembourser ces emprunts-là. Mais sur quelle base? Là, nous avons un projet de société qui nous parle de la mobilisation de 25 000 milliards en 5 ans. Donc, soit 5 000 milliards par an. Par quel mécanisme? Le budget actuel est de 2 000 milliards. S'il faut tenir compte de ces éléments-là. Vous voyez, 5 000 milliards aujourd'hui, en tenant compte de notre composition économique, notre structure économique, mobiliser 5 000 milliards, ça me semble un leurre, c'est une illusion à l'instant T, parce que nous sommes dans un pays déjà, l'économie informelle prédomine sur le secteur formel. Bon, notre ressource phare, qui est donc le pétrole, une grande partie a été gagée suite à nos emprunts auprès de la Chine et autres. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas par quel miracle ou par quel mécanisme nous aurons cette capacité-là de faire recours de payer donc ces dettes. Parce que tant que nous n'allons pas réduire notre dette publique, croyez-moi, la situation économique va demeurer ainsi. Parce que je vous le rappelle, on est à plus de 10 ans. On est à plus de 10 ans, nous tentons cette magie-là, mais nous n'arrivons pas. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, il faut revenir sur les bases de la CEMAC. Parce que au niveau de la zone CEMAC... Là, on est déjà dans les solutions. Allez-y, évoluez. Excusez-moi, parce que au niveau de la zone CEMAC, vous savez que le taux d'endettement est limité à 70%. Au-delà de 70%, la dette a un impact négatif sur la croissance et le développement. Et c'est ce que nous ressentons aujourd'hui. Donc, en tant que conseiller, en tant qu'économiste, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de me lancer dans une économie, dans une politique qui consiste encore à s'endetter donc en fait on s'endette pour payer d'autres dettes. Donc en réalité on tourne en rond. Avant de revenir, allez-y. Effectivement, je voulais rebondir sur un aspect où il ne faudrait pas que nous puissions faire un échange qui donne un aspect d'un total pessimisme. Je vais le dire pourquoi. Pourquoi un pays s'endette-t-il? C'est un problème d'équilibre macroéconomique, vous l'avez dit. Lorsque les recettes locales ne permettent pas de financer des activités économiques du pays, on fait recours à l'endettement. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui est vrai. Parce que aucune nation, par ses ressources propres, ne peut faire face à 100% de ses engagements. Quand je parle d'engagement, je parle des engagements totaux, sur tous les plans. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Lorsque les recettes locales sont inférieures aux engagements, on fait quoi? Le gap fait recours à l'endettement. Est-ce que le Congo est incapable de mobiliser 5 000 milliards par année? Je dirais c'est pas faux. C'est pas faux. Compte tenu des capacités dont nous disposons. Si nous prenons tous les secteurs vitaux de notre pays, il est possible. Maintenant, c'est les mécanismes. Voilà pourquoi j'étais personnellement très d'accord quand j'ai entendu le ministre actuel de l'économie numérique dire qu'il est possible à l'État de digitaliser les systèmes de recettes. Si aujourd'hui l'État arrivait effectivement à digitaliser, je vous rassure que le Congo peut mobiliser cet argent. C'est le seul défi, vous pensez? Bon, pour moi, c'est l'un des moyens les plus efficaces aujourd'hui, digitaliser l'économie, parce qu'on nous demande que quand l'économie est digitalisée, le niveau de la corruption devient faible. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire le total recette, quand je parle de recette en termes de variables, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons en tant que Congolais répondre combien le Congo gagne-t-il par son économie locale par jour?
Donc tout à l'heure, il parlait effectivement de niveau de l'économie informelle, où les études nous révèlent, ça c'est l'INS, parce que c'est l'organe principal de l'enquête, nous dit que 94% de l'économie congolaise est informelle. Ça c'est le dernier recensement général des entreprises. Comme vous n'avez que 6% des entreprises qui sont formelles, ça veut dire quoi? On sait bien qu'une entreprise, elle est informelle lorsqu'elle ne contribue pas au PIB national. Mais si aujourd'hui, on arrivait à réduire ce taux de l'informel, je suis d'accord qu'on pourrait mobiliser. Donc la question ne consiste pas à dire on ne peut pas. Mais pour moi, c'est mettre en place les mécanismes qui nous permettent de pouvoir capter effectivement cette malle d'argent. C'est pas pour rien que le président dit il faut moraliser la vie publique. Donc, si déjà lui au plus haut sommet de l'État le dit et que dans la pratique ça ne suit pas, ça veut dire qu'on peut pas être pessimiste. La faute à qui si ça ne suit pas dans la pratique, parce que c'est quand même la parole du chef de l'État. Mais qu'a dit le ministre, qui nomme le ministre, qui a nommé le ministre de l'économie, le président de la République? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il faut mettre en place les mécanismes qui permettent de pouvoir faire que l'État ait suffisamment d'argent. Sauf que je ne peux pas vous dire, parce que je vous l'ai dit, que c'est des études qui sont tellement techniques et complexes. Oui. Si on arrivait à digitaliser l'économie congolaise à un pourcentage, je peux maintenant dire n'importe quoi, imaginez l'économie congolaise à 90%. Comparé aux recettes actuelles, quel serait l'ajout ou le supplément de l'argent qu'on va avoir par la digitalisation? C'est là où je dis qu'on peut le faire, mais à une seule condition, que tous les mécanismes prévus soient mis en place. C'est possible. Le coach Jano dit que c'est possible d'avoir 5 000 milliards par année pour effectivement rendre réalisable le projet de société du président de la République. Qu'est-ce que vous en dites? Il parle de mécanismes aussi. Il parle de mécanismes aussi. Exactement. Le coach Jano l'a bien signifié. Ouais. C'est un discours conditionnel. Ouais. Moi, quand je tiens sur cette analyse, je tiens compte de l'instant T. Ouais. Et cette analyse dont il vient d'évoquer, on ne peut pas l'exécuter en une année. En une année, vous ne pouvez pas digitaliser tout le secteur public à la hauteur de 90%. Ouais. C'est pas déjà possible. Je suis de ceux qui sont contre même l'idée selon laquelle aujourd'hui la Banque postale sécurise nos recettes fiscales douanières parce que le trésor public n'est pas digitalisé. Il y a des niches au niveau des régies financières. Okay. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut aller vers la digitalisation pour réduire ces niches-là, pour permettre à ce que l'État mobilise plus d'argent. Mais il s'agit d'un sujet dont les politiques sont au courant, ils sont informés. Oui. Monsieur Ernest Dimi, j'ai tenu un débat avec lui sur le plateau de Mag le Bazar, en sa qualité de journaliste d'investigation. Oui. Il y a 2 ans de cela, il m'a affirmé en plein plateau qu'il faut 3 milliards 100 millions à l'État congolais pour digitaliser son trésor public. Mais paradoxalement, nous payons 9 milliards l'année à la Banque postale pour ses services, pour la sécurisation de nos recettes. Donc vous voyez que déjà avec cette façon de faire, on n'est pas dans le cadre déjà de la logique de monsieur Jano. Oui. Donc moi je tiens compte de l'essence. Il ne s'agit pas du pessimisme parce qu'à un moment donné, l'économie, vous savez que l'économie c'est la vie réelle c'est la vie réelle. Ouais. Et en économie, à un moment donné, le discours politique doit cesser parce qu'il faut faire face à la réalité des choses. Ouais. Moi je suis pas pessimiste, bien au contraire, mais là-dessus, je fais face à la réalité des choses. Et cette réalité des choses me conduit à dire que 5 000 milliards en une année à l'instant T. Donc au moment où nous parlons, ce n'est pas possible. Maintenant, la digitalisation du trésor public, la digitalisation des régies financières et autres, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a un processus, pour ne pas dire que ça sera peut-être structurel. Peut-être que ça va aboutir dans 3 à 4 ans. Mais dans 3 à 4 ans, on sera déjà à la fin de ce projet de société. C'est ça le problème. Je ne suis pas contre cette vision des choses, mais le problème c'est que s'il faut revenir à la réalité, nous ne pouvons pas le faire en une année voire 2 ans. C'est ça la réalité des choses. Coach Jano, à entendre Jephté Gafula, votre position manque de réalisme. Non, pas du tout, parce que je peux revenir sur quelques aspects que j'ai évoqués. Exactement. Toute politique publique, économique, soit-elle, est toujours posée sur la base des hypothèses. Pourquoi je le dis? Parce que toute une annonce, lorsqu'elle est faite, elle devait être partie d'une certaine réalité. Les indicateurs de l'économie congolaise révèlent un certain nombre de failles, on parle même de beaucoup de failles.
Déjà, quand on n'arrive même pas à rembourser la dette au niveau de la sous-région, pour des questions de défaut de paiement, ça montre bien qu'il y a de la tension de la trésorerie. Tout à l'heure, je vous l'ai dit que le problème pour moi ne se pose pas en termes d'endettement d'un pays. Le problème se pose sur la capacité du pays à pouvoir rembourser la dette. Mais la capacité du paiement n'est pas... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Vous serez d'accord avec moi qu'au niveau de la sous-région CEMAC, il y a eu des pays qui ont remboursé toutes leurs dettes en une année. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont fait de la magie. Et pourquoi les défauts de paiement pour le Congo en 2027? Je vous ai dit qu'il est possible pour un État, lorsque les hypothèses sont bien posées, de pouvoir faire face à son endettement. Mais si son cycle économique ne lui permet pas. Et donc voilà pourquoi je suis revenu sur le fait que j'ai dit qu'il faut maintenant passer au mécanisme pratique, réel, qui vous permettra de pouvoir... ce qui ne m'a pas, en tout cas, réussi dans ce que vous me dites, vous êtes en train de dire que le Congo ne peut pas dicter son économie en une année. C'est pas possible. Je vous dis... Parce que, permettez-moi, le processus de digitalisation consiste à faire quoi? À sécuriser les recettes et à sécuriser les dépenses. Mais si tous les circuits de recettes au Congo ne sont pas connus, tous les circuits de recettes au Congo sont connus, que ce soit la douane, que ce soit les impôts, que ce soit les régies de commerce, que ce soit au niveau de l'administration, c'est possible que le Congo peut mobiliser tout ce montant d'argent compte tenu de son potentiel économique, mais il faudrait que les mécanismes de transparence comme la digitalisation soit effective. Comme on nous parle des différentes réformes qui ont commencé, nous restons optimistes que ça pourra aboutir, puisque tellement on n'est pas au gouvernement. Mais nous faisons des analyses basées sur des faits. C'est là que j'ai dit que si c'est possible de pouvoir mettre en place tous ces mécanismes de digitalisation, je vous rassure que le Congo peut bien mobiliser cet argent. On est toujours dans le conditionnel, vous dites? Mais bien sûr, mais c'est les hypothèses. Oui. Comment voulez-vous qu'on puisse dire cette année le Congo va exercer le Congo, nous allons gagner tant? Puisque entre ce qui est toujours premier et ce qui est réalisé, ce n'est pas toujours le cas, il y a tous les fossés. Oui. Voilà pourquoi je suis venu pour dire qu'on peut bien digitaliser notre économie et gagner suffisamment d'argent à une seule condition. Il faudrait que ces mesures et ces réformes soient effectivement appliquées. D'accord, allez-y, vous allez rebondir sur la question, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je crois qu'on va faire évoluer le débat parce que il y a une opposition là-dessus. D'accord, moi je vais comprendre qu'il est du côté de ceux qui restent optimistes et vous pessimistes, passez mon expression. Non, pas du tout. Alors, à l'entendre parler, hein. Non, pas du tout. Moi, je vous l'ai dit ici, il y a certaines réformes qui prennent du temps. Le discours dont M. Jeannot vient de signifier ici, d'évoquer, c'est un discours qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Vous savez, ça fait combien d'années que moi je me trouve sur des plateaux télévisés pour débattre sur la digitalisation de l'administration publique? Ouais. C'est pas pour la première fois. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans ces débats. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans ce débat. Je vous le dis, il faut du temps pour mettre en place tout ce que M. Jeannot est en train de signifier. Oui. Et je vous le dis, en une année, nous ne pouvons pas le faire. Parce que vous n'allez pas me dire que dans un pays comme le nôtre, vous allez formaliser l'informel en une année. Non, soyons sérieux. Je n'ai pas dit ça. Non, je prends un élément, je prends un exemple. C'est une hypothèse que je suis en train de mettre. Puisque vous êtes là sur des hypothèses. Moi également, je mets des hypothèses. Peut-on formaliser l'informel au Congo en une année? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Quand vous avez la mobilisation des recettes qui se fait à la main, où les gens sont avec de l'argent, ils versent ce qu'ils veulent au trésor public. Effectivement, parmi les mécanismes, vous avez parlé de cette fameuse digitalisation. Maintenant, vous allez les 5 000 milliards il y a une portée qui est très importante. Vous avez parlé de la digitalisation. Le débat est sur la table des débats tout le temps. Que dites-vous de la corruption? On peut bien aller vers la digitalisation. Et aujourd'hui, la corruption constitue-t-elle aujourd'hui un frein, effectivement, vers cette effectivité? Mais déjà, en parlant même de la corruption, vous savez, quand on se retrouve dans un pays où le trésor public ne joue pas son rôle comme tel, oui, la gestion de l'État ne peut qu'être un problème. D'accord. Ne peut que causer des problèmes. Pourquoi est-ce que je le dis? Par essence, vous savez que le trésor public, c'est la banque de l'État. C'est la banque de l'État.
Aujourd'hui, vous avez les recettes municipales qui ne sont pas versées au niveau du trésor, mais plutôt, je crois que c'est à la perspective que les recettes municipales sont versées. Vous avez les recettes fiscalo-douanières qui sont logées au niveau de la banque postale, tout en violation des principes de la comptabilité publique ou des finances publiques. Bon. Vous voyez, il y a certains ministères qui ont des ressources propres qui sont gérées par la tutelle. Mais dans une telle configuration, ce déséquilibre ne peut que s'expliquer. Aujourd'hui, il faut rendre le trésor public son rôle de centralisation de recettes. Mais à l'instant T, nous ne pouvons pas parce que le trésor public n'est pas digitalisé. Dans l'ensemble, il y a quelques dispositions qui ont été prises, mais pas dans l'ensemble. Et moi, je vous dis, ce débat avec M. Dimi, ça fait 2 ans, c'est depuis 2024. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Pour 3 milliards, le trésor n'est toujours pas digitalisé. Mais dire que moi je suis pessimiste, je ne pense pas. Bien au contraire, par expérience, je me dis que c'est du réalisme. Permettez-moi de revenir sur 2 aspects. Le premier serait la corruption. Je ne pense pas que les différents indicateurs du niveau de la qualité institutionnelle ou du niveau de la corruption donnent de bonnes notes au Congo. Je ne pense pas. C'est un problème qui est reconnu. Le problème est reconnu, puisque même les plus hautes autorités en parlent. Moi, parfois, quand le président fait ses discours, je prends tout le temps d'imprimer, de regarder mot à mot. Je me suis dit, le président public, en train de faire un discours à la nation de son investiture, il dit il faut moraliser la vie publique. Qu'est-ce que l'on met dans ce contenu-là quand le président dit il faut moraliser la vie publique? Ça veut dire que, pour moi, c'est parti d'un constat. Que la vie publique n'est pas suffisamment moralisée. Mais à quel taux? C'est là où il faut maintenant commencer à faire des analyses à chaque secteur. Je vous ai dit au niveau de la douane, on entend parler des réformes. On a même vu le ministre des Finances qui est parti devant les douaniers, dit un discours qui était réel, il n'a pas menti. Et on me dit que ça évolue. Et ça montre bien la difficulté que l'État... Je suis d'accord avec vous, le niveau de la corruption est connu. Mais est-ce que c'est pour nous une fatalité? Je dis non, parce qu'on peut réduire le niveau de corruption si les autorités qui en parlent sont bien d'accord avec ce problème. Parce que vous serez d'accord avec moi que il y a le vouloir changer et le réel changement. C'est la théorie du changement. Les économistes en parlent. Tout le monde veut le changement, mais personne n'accepte de changer. Une fois, il y a un colonel qui m'a dit, il était dans une salle, il pose la question aux gens, il dit, lesquels veulent changer? Il lève la main. Il dit, quand le changement arrive, vous êtes prêts à accepter. Il n'y a plus de gens pratiques. Personne n'a accepté. Et c'est devenu comme un comportement où les gens ne veulent pas évoluer parce que digitaliser l'économie congolaise, vous serez d'accord avec moi, c'est une perte pour certaines personnes. D'où les études doivent révéler à quel niveau faudrait-il mobiliser, faudrait-il moraliser. Pour moi, quand le président dit qu'il faut qu'on mobilise seulement de l'argent, ça devait commencer dans les régies financières. Et c'est connu, douane, au niveau des structures pétrolières, au niveau des impôts, des recettes municipales. Si tout ceci est fait, comme l'urgence est là, nous pourrons arriver à mobiliser de l'argent. Parce que dire qu'on ne peut pas, ça veut dire que nous allons rester dans un cycle infernal de l'endettement, ce qui n'arrange personne. Vous avez parlé de 3 milliards de francs CFA pour digitaliser toutes ces régies-là. Mais pourquoi ça traîne? Donc, c'était le trésor public, excusez-moi. Je ne sais pas quel est le réserve d'ailleurs. 3 milliards. Pourquoi ça traîne? Est-ce que l'argent n'est pas constitue un problème aujourd'hui? Non, mais comment peut-on dire que l'argent constitue un problème au moment où l'État verse 9 milliards à la banque postale pour ses services? Donc ça veut dire que l'argent ne cause pas problème. C'est un problème de volonté d'homme. Cette information, je la tire des journalistes d'investigation. Ok. Ça l'engage, hein? Oui, ok. Ça l'engage. 3 milliards pour digitaliser le trésor public. Donc ça veut dire que les études ont été faites là-dessus. Ils ont conclu qu'avec 3 milliards, nous pouvons digitaliser le trésor public congolais. Mais paradoxalement, nous versons 9 milliards l'année à la banque postale. Ça veut dire que c'est l'homme qui est au centre de ce problème. Ce n'est pas l'argent qui cause problème. 3 milliards pour l'État congolais, même si nous sommes dans un pays en crise, 3 milliards pour l'État congolais. C'est un État créé de la richesse. Donc 3 milliards n'est pas un chiffre aussi constant pour se dire que la digitalisation est un mythe, est une illusion. Nous avons connu des pays comme le Bénin, autrefois,
qu'on ne pouvait même pas comparer au Congo. Mais qui aujourd'hui arrive à digitaliser ces régies financières. Donc c'est l'homme politique, c'est la volonté de l'homme. Sans volonté politique, il n'y a rien. Quand on parle de manque de volonté politique, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je n'aime pas trop débattre des avis des personnes au niveau individuel. Mais les faits sont là. Personne ne les nie. Oui. Pour moi, le problème se pose sur l'application effective de toutes ces réformes. Oui. Puisqu'il y a un problème. Oui. Mais l'application, qui doit appliquer? Non, mais l'application s'explique également par cette volonté. Mais permettez-moi, qui doit appliquer? C'est les mêmes autorités qui décrivent le problème dont nous sommes en train d'analyser ici. C'est là où je vous ai dit, en fait, on fait un débat où nous avons la parole, nous avons le mot, mais non pas la décision. Mais tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas une fatalité. Moi, ce qui me bloque dans votre raisonnement, c'est là où vous dites que c'est quasiment impossible pour le Congo de mobiliser l'argent. En fait, alors que c'est possible, c'est seulement ces autorités qui décrivent le problème que nous avons au niveau de la corruption, on puisse mettre tous les mécanismes pour réduire le niveau de corruption. Et les mécanismes sont connus. Mais il y a un autre aspect. L'État aujourd'hui, le gouvernement, pour faire simple, veut beaucoup plus taxer le secteur informel. Qu'est-ce que ça vous dit pour effectivement arriver à avoir ces 5 000 milliards par année? L'État est engagé par ses institutions. Oui. Nous savons que tout ce qui relève de la fiscalité, il y a une certaine disposition qui est très réglementée. Parce que ça doit passer par une loi que le Parlement devra adopter. Mais vous serez d'accord avec moi que lorsque nous avons près de 94% des structures au Congo qui sont informelles, ça devait interpeller les autorités. Et c'est là le cas, puisqu'on va vers la taxation du secteur informel. Pourquoi ça doit? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans un pays de l'Afrique où, quand vous mangez au restaurant, informel ou formel soit-il, quand on vous remet un petit ticket, il y a une taxe dans l'état de profit. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que dans ce pays, il y a des structures informelles qui gagnent plus que les structures formelles? Parce que même la même étude de l'INS révèle 3 000 milliards de chiffre d'affaires de l'informel. Plus sur tous les plans. Plus supérieur même au budget de l'État. Imaginez-vous qu'on arrive, parce qu'on dit taxer de l'informel, attention, on va pas tout de suite aller voir le moment qui fait ses beignets devant la parcelle. C'est pas de ça que nous parlons forcément. Nous parlons des différentes entreprises qui continuent à exercer dans l'informel dans notre pays, alors qu'ils ont la possibilité de contribuer au PIB national. Et ça, dans tous les États, c'est normal. Donc ça ne devait pas faire mal. Voilà pourquoi, une fois je me suis posé même la question, est-ce que le taux de formalisation que l'État va engager sera égal au revenu de la formalisation? Ça encore, c'est des débats qui sont profonds, mais c'est normal que le secteur informel soit taxé tout en regardant secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs où on ne pourra pas tout de suite taxer. Quelqu'un qui fait les achats dans la rue, il est dans l'informel ou pas? Il peut vous dire qu'il gagne 20 000 par jour. Vous trouvez normal jusqu'aujourd'hui. Après, il y a aussi ce déficit en termes de communication. Aujourd'hui, les gens qui nous suivent ont besoin de savoir comment est-ce que ça va se faire. Parce que la maman dont vous faites allusion a certainement reçu ce message-là que son secteur sera taxé, son petit commerce sera taxé. Comment ça va se faire? Vous êtes économiste, vous avez peut-être une longueur d'avance par rapport aux citoyens qui nous suivent. Comment ça va se faire concrètement? Je vais prendre un exemple pratique. Comment trouvez-vous qu'un taximan qui travaille chaque jour, sa voiture est assurée, il verse des recettes à un patron, il est payé parfois au taux où c'est pas toujours défini, ça dépend de l'humeur de l'employeur, et qu'à la fin de son emploi, plus de 20 ans, il suffit juste qu'il puisse avoir un accident, il puisse avoir une maladie, il ne peut pas vivre. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures qui devraient faire de telle sorte que le taximan qu'on puisse par exemple verser son argent à la SNCF. Il y a eu une campagne comme ça dans le pays, il fait juste le premier pour terminer sur ça. On vous pose la question à un taximan, il vous dit qu'il est au chômage. Alors qu'aucun État au monde ne peut donner du boulot à tout le monde. Ne faisons pas des débats qui ne tiennent pas compte des réalités. Mais par contre, quand on vous dit qu'il est au chômage, pour qui le dit? Parce qu'il suffit qu'il soit malade, on ne peut pas le payer. Alors que si son emploi est sécurisé,
au niveau de son employeur, il suffit juste que lui soit en indisponibilité de travailler, on lui reverse son argent. Mais au Congo, un taximan au chômage, quand vous allez dans d'autres pays, un taximan ne travaille. Mais finalement, donc il y a deux poids, deux mesures. Vous rebondissez? D'accord. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez que nous sommes dans un pays pauvre à échelle mondiale. Hein. Donc, il y a l'approche sociale qu'il faut tenir en compte quand on aborde certaines questions ou certaines réformes. Sur la mobilisation des recettes de l'État, il y a un point qui me semble phare ou clé. Si on peut revoir, on va atteindre l'objectif. C'est sur les exonérations. Vous avez par exemple au niveau de la douane, nous avons 600 milliards d'exonérations par an. Au niveau des impôts, c'est 1500 milliards. 1500 milliards. Donc si vous prenez les exonérations au niveau des impôts et de la douane, c'est plus que le budget de l'État. Donc vous comprenez déjà que par là, le problème n'est pas d'aller vers peut-être je ne suis pas contre l'idée de formaliser l'informel, mais vous voyez déjà que les exonérations au République du Congo sont très élevées. Quand déjà nous sommes dans un pays où, par exemple, notre port qui n'est même pas capable de nous mobiliser 150 milliards à l'année, mais alors qu'au Gabon, vous avez un port qui vous rapporte plus de 700 à 600 milliards, vous voyez qu'il y a un problème. Donc le problème part de là. Et ceux qui sont derrière, ce sont des politiques, ça il faut se le dire. Les exonérations, ce sont des politiques. Moi je peux comprendre, par exemple au niveau des douanes, c'est pour quelques produits, pour éviter que le coût soit sur la population. Oui, l'État supporte quelques produits, ça je suis d'accord, mais pas dans tous les produits. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, il suffit que l'homme politique décide d'aller vers des vraies réformes. D'accord. Et nous verrons que la situation va s'améliorer. D'accord, nous avons parlé, on va peut-être faire évoluer le débat, nous avons parlé du surendettement, nous avons parlé effectivement du secteur informel. Un autre défi se dresse face à cette économie congolaise, c'est la faiblesse de la diversification de notre économie. Le gouvernement cherche tant soit peu avec le secteur agricole et industriel, mais ça peine à décoller. Bon, là-dessus, il y a à boire et à manger. Pourquoi est-ce que je le dis? Moi, je vais sortir des slogans. Je vais sortir des slogans parce que l'économie, on ne doit pas confondre le discours économique au discours politique. Très bien. Il y a eu des initiatives dans ce pays. Même moi, je n'étais pas encore de ce monde. Autrefois, on disait, je sais pas, un Congolais, je ne sais quoi. Bon, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. L'État a mis des moyens pour développer le secteur agricole. Nous avons même eu une année exceptionnelle dans ce pays, l'année de l'agriculture, où les fonds ont été injectés dans ce secteur. Le résultat, je ne vais pas vous le donner, vous l'avez déjà vous-même. Là-dessus, c'est l'homme ou c'est la nature? C'est l'action que je vous pose. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays, on est à plus de 30 ans dans ce discours, alors que le pays a connu des périodes d'embellie financière. Nous avons injecté des fonds dans des secteurs, il n'y a jamais eu de résultat. Et aujourd'hui, s'il y a un élément qui explique au mieux l'échec ou la difficulté de la CEMAC, c'est le manque de diversification. Monsieur le docteur Mbouli Kibi, l'ancien directeur de l'Institut national de la statistique, a publié un article en 2015 sur le caractère asynchrone du cycle économique de la zone CEMAC, qui montre bien que dans tous les pays de la CEMAC, il n'y a qu'un seul pays qui présente une économie diversifiée, qui est donc le Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun supporte le coût de la CEMAC, parce que dès que la chute du baril, tous les pays se fragilisent. Il y a au moins le Cameroun qui résiste. Mais qu'est-ce que le Cameroun a dû faire d'extraordinaire pour développer son secteur agricole? C'est là où moi je reviens sur les hommes. Ouais. Toujours les hommes. Oui, effectivement. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que tout le temps que nous partons d'un point à un autre, nous revenons sur la théorie du changement. D'accord. J'ai travaillé avec un frère là-dessus, qui est en train d'écrire un document scientifique. Il m'a dit que lui reste pessimiste. Ah, ça c'est. Mais par contre, je lui ai fait comprendre, donc ça ne sert à rien que tu écrives un document sur la théorie du changement, tout en sachant que tu ne crois même pas ce changement-là. C'est là où vous devenez sous-entendu de dire, je reviens parce que vous entendez le dire sur la diversification économique. Tous nous savons
Et c'est écrit sur le document que le secteur pourvoyeur de recettes publiques au Congo, c'est le pétrole. Et ça fait des années que nous parlons qu'il faut sortir de tout pétrole. Mais pourquoi ça ne vient pas? On revient à ce que vous avez dit, le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'agriculture. Pourquoi ça ne vient pas? C'est là où je vous ai dit, pour moi, il faut que certaines décisions, en tout cas très radicales, soient prises. Parce que nous n'allons pas toujours se dire que d'un côté on veut une chose, de l'autre côté on veut son contraire. La disparition d'une économie est possible. Ce n'est pas une fatalité. Et même et l'ensemble des indicateurs le disent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diversifier? On parle de l'agriculture parce que l'agriculture reste le premier secteur qui peut faire tourner les industries. Donc, quel est le secteur secondaire? Et nous allons vers le secteur des services, quel est le secteur du commerce? Donc, si aujourd'hui, le Congo veut développer son agriculture, il le fera. Pourquoi il ne le fait pas? C'est un problème d'homme que nous avons dit, mais on ne reste pas dans une fatalité pour dire, c'est fini, on ne va plus faire l'agriculture au Congo. Donc, en fait, je ne suis pas dans cet angle-là. Je n'ai pas dit ça et je n'ai jamais dit ce que vous avez mal compris par... Voilà, exactement. Je dis ceci. Il y a eu des sommes énormes, il y a eu de la volonté, il y a eu des discours politiques là-dessus et de l'accompagnement pour développer le secteur agricole. Aujourd'hui, là, s'il faut faire par exemple un bilan sur les PND, qu'est-ce que l'on va tirer? C'est l'échec total. Les PND. Ça fait combien de temps qu'on nous parle de PND dans ce pays? Quel est le résultat des PND? Il y a eu le projet sur les villages ou le village agricole qui aujourd'hui n'existe peut-être plus. Moi, je base ma réflexion sur l'action humaine. D'accord. C'est l'action humaine. Parce qu'aujourd'hui, là, nous pouvons booster les choses. Moi, je suis économiste comme vous. Je ne dirais jamais que la pauvreté est une fatalité ou je ne sais quoi. Parce que la Chine, moi, je vais vous donner peut-être cet indice qui va peut-être vous choquer. Vous savez qu'en 1960, le PIB du Congo était supérieur à celui de la Chine. En 1960. Donc, quand nous célébrons l'indépendance, le Congo présente un niveau peut-être de développement plus élevé que la Chine. Mais plus de 60 ans plus tard aujourd'hui, comparer ces deux pays relève d'un rêve. Vous avez dit que les Chinois ont travaillé. Là-bas, on parle même du miracle chinois. Ah, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne suffit pas de dire que nous pouvons le faire. Le problème, c'est qu'il faut le faire. Le problème, c'est de faire la chose. PND 2000, je ne sais pas quoi comme échec. Jusqu'aujourd'hui, on ne cumule que des échecs. Mais à un moment donné, ça ne peut que nous aujourd'hui, est-ce que l'espoir... Mais la bonne révolte, bien sûr. J'ai envie de vous demander à vous deux, est-ce que l'espoir est possible parce qu'après, on a reconduit presque les mêmes hommes? Il y a un problème qui se pose. Je m'exclus dans une logique infernale du malheur. Permettez-moi, c'est parce qu'on ne débat pas aussi des idéologies autres que les idéologies scientifiques. Comment vous voulez que, jeune Congolais que je suis, on me dit que le pays a de l'avenir, tous les États du monde pensent que l'Afrique constitue la réussite de demain, que je puisse vous dire que je vais m'enfermer dans une station de fatalité, dire que ça ne marchera jamais. Ça viendra pas de moi, je suis désolé. Ok, on va donc passer au deuxième sujet de notre grande interview. Ce soir, le gouvernement vise à privatiser bien évidemment les entreprises publiques, parmi lesquelles la Banque Postale serait visée aujourd'hui. La question, peut-on savoir aujourd'hui la place de cette banque dans l'économie congolaise et les conséquences effectivement de cette privatisation? Je commence par vous, Jeff Tengapola. Alors, l'idée de privatiser certaines entreprises publiques et après les conséquences, puisqu'on a parlé de la Banque Postale, les conséquences de cette privatisation-là. D'accord. Déjà, l'idée de privatiser certaines structures publiques, le Premier ministre, lors de la campagne électorale, a été convaincant là-dessus et a tenu un discours, sinon je dirais une analyse objective sur la question de la privatisation des structures, de quelques structures publiques, à l'instar par exemple de STPU, vous avez Eker, Sopeco, j'en passe. Et ce discours a été objectif de la part de ce dernier. Et c'est un projet de société que sur le plan économique, j'épouse, mais sauf que il y a ce point dont vous venez de mentionner que je ne partage pas, c'est sur la Banque Postale du Congo. Bon,
Je peux comprendre pour d'autres structures parce que il faut reconnaître que l'État ne cesse d'injecter des ressources. Ça ne marche toujours pas parce que la gouvernance n'est pas bonne et la responsabilité, sinon je dirais la charge, revient tout le temps à l'État. Je suis d'accord dans cette vision des choses sur la privatisation de ces structures à canard boiteux. Maintenant, en ce qui concerne la Banque postale du Congo, je ne trouve aucune raison d'aller vers la privatisation de cette structure. Pourquoi? Parce que premièrement, la Banque postale fait partie de ces structures publiques les mieux gérées. Par preuve, c'est cette banque qui sécurise nos recettes fiscalo-douanières. Ça veut dire qu'elle bénéficie d'une bonne réputation et la Banque postale aujourd'hui est une banque publique, l'une des mieux gérées, s'il faut dire ça comme ça. Parce que vous savez qu'au niveau de la CEMAC, seul le Congo dispose de 2 banques à capitaux publics, à savoir donc la Banque postale et la BCH. À l'opposé, nous avons le Cameroun qui a une banque publique, une banque à capitaux publics, et tous les pays et les autres pays de la CEMAC, ce ne sont que des banques commerciales, c'est-à-dire le privé. Pourquoi est-ce que nous devons conserver cette banque? Parce que premièrement, nous sommes dans une économie d'endettement et que le financement de l'économie passe par les banques. Ce sont les banques qui financent les économies. Et aujourd'hui, la Banque postale du Congo n'est pas un poids pour l'État congolais, mais bien au contraire est un levier pour permettre à ce que l'État puisse mobiliser des ressources financières. Je vais vous donner une petite confusion, je vais vous faire une petite révélation. Il y a quelques temps de cela, l'État est en difficulté, la Banque postale à travers le marché interbancaire a pu mobiliser 400 milliards pour permettre à ce que l'État respire. Donc la Banque postale pour l'État congolais est une bouffée d'oxygène. La Banque postale n'est pas un poids. Et je me demande sur quelle base ils veulent, les autorités veulent privatiser alors que la santé financière n'est pas compromettante. D'accord, on va peut-être revenir sur les conséquences de cette privatisation. Non, j'aimerais revenir. D'accord. Nous sommes en train de faire un débat qui est très technique. Il faudrait bien que les analyses que nous y mettions ici, dans ce débat, soient très objectives. Je ne sais pas si vous avez pu pénétrer le tableau de bord de la Banque postale. Parce que vous dites que vous êtes économiste autant que je le suis. Friedman, je tente de revoir tout à l'heure mes notes, me dit que la privatisation d'une économie permet une meilleure allocution des ressources, ça c'est le premier objectif. Il nous parle de la réduction des inefficacités bureaucratiques, il nous parle aussi de l'amélioration de la productivité. Puis au cas spécifique de la Banque postale, donc une étude, à mon avis, avec des indicateurs bien précis sur la Banque postale, ne mise à jour, vous ne pouvez pas tout de suite dégager que la Banque postale est mieux gérée. Moi, je m'attendais que vous puissiez nous dire votre point de vue personnel sur la privatisation ou non. Parce que ce débat a eu lieu au niveau de la SLA. ECARIS actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'État a préféré conserver ECARIS dans son aspect original, bien qu'il y a des réformes qui ont été faites, que de privatiser. Donc si aujourd'hui vous nous dites que la Banque postale est mieux gérée, ça n'engage que parce que les propos que vous les tenez, ça doit vous engager tel que vous le dites. Moi je ne peux pas me permettre dans cet échange de vous dire si la Banque postale est mieux gérée ou pas. Mais je peux maintenant me permettre de dire une chose. Il a donné des éléments. Hein. Il a donné j'ai parlé, si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé du tableau de bord de la structure. Je vous donne un exemple. La Banque postale, à mon avis, c'est une banque qui est en majorité financée par l'argent que l'État verse au niveau des fonctionnaires. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez par exemple me dire, il arrive que la Banque postale soit une banque qui au niveau de la sous-région arrive à investir dans certaines structures. Ça je ne sais pas. Donc vous ne pouvez pas tout de suite dire qu'une banque dont les recettes principales sont issues des versements qui reviennent de la BAC, que cette banque est automatiquement bien gérée. Ça serait trop facile. S'il vous plaît. Allez. Je crois que débattons avec indicateurs que nous avons dit. Je crois qu'il y a eu une confusion de la part de M. Janot sur cette question. D'accord. Laquelle? La confusion est que c'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi est-ce que d'accord. Pourquoi je n'ai pas d'indicateur? Exactement. Étant donné que vous n'avez pas d'indicateur, j'aurais bien voulu que vous évitiez ce débat. Parce que... Non, je n'ai pas fait, j'ai donné un avis. Donc vous avez déduit la meilleure gestion de la banque pour ça, pas tous vos indicateurs. Exactement. Moi, je ne sens pas chiffré. Je vous dis que nous sommes dans un pays
nous sommes informés. Aujourd'hui, quand EKIA ne fonctionne pas, nous savons tous pourquoi est-ce que EKIA ne fonctionne pas. Aujourd'hui, quand la SOPECO ne marche pas, nous savons tous pourquoi la SOPECO ne marche pas. Il n'y a pas asymétrie d'information à ce niveau. Ça, je vous le dis déjà. Donc, vous avez eu accès au tableau de bord de la Banque Postale. Je vous dis ceci, il n'y a pas asymétrie d'information à ce niveau. Monsieur Alphonse Ndongo, journaliste économique, a publié un article sur cette question-là de la Banque Postale avec des éléments et qui montre bien que la situation financière de la Banque Postale n'est pas catastrophique, bien au contraire, cette banque, elle est bien gérée. Donc la gestion de cette banque ne cause pas problème. Je vous dis que c'est l'une des structures Il a bien donné les chiffres. Exactement. Donc à vous de vous renseigner là-dessus. Donc la Banque Postale aujourd'hui ne donne aucun indice pour mettre cette structure sur le marché de la privatisation, parce que on quitte une économie. En fait, il y a eu une confusion sur cet aspect que j'aimerais bien évoquer, que monsieur Jeannot a même signifié à travers Friedman. Une économie libérale n'exclut pas l'État dans l'activité économique. Mais l'État ne peut pas être présidentiel. Excusez-moi, monsieur Jeannot, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Aux États-Unis, par exemple, je crois que c'est la plus grande économie libérale, mais le protectionnisme est appliqué dans cet État. Pourquoi? Parce que l'État, à un moment donné, protège ses biens. Vous êtes d'accord avec moi? L'État est par essence un agent économique. L'État est producteur, l'État est consommateur. On ne peut pas se retrouver dans un pays où l'État n'est que consommateur et l'État ne produit pas. Donc, la libéralisation n'exclut pas l'État dans cet angle-là. Et de surcroît, quand il s'agit d'une structure qui ne cause pas problème en matière de gestion. Je ne sais pas si je comprends. Parce que si aujourd'hui... Au niveau de la gestion... Au niveau de la gestion de cette structure, je dis ceci. Si aujourd'hui la Banque Postale était mal gérée et que sa santé financière inquiétait, quelle est la raison pour laquelle l'État devait prendre ce risque-là de loger ses recettes fiscalo-douanières au sein de cette institution? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous voyez? Donc, je suis dans cette logique des choses. Mais je dis que, par essence, l'économie, il faut laisser au secteur privé, ça c'est vrai, mais ça n'exclut pas l'État à gérer certaines structures. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais se bat contre, sinon je dirais, mène un combat sur le taux de bancarisation. Parce que vous savez que le taux de bancarisation au Congo est inférieur à 15%. Mais la Banque Postale, c'est la banque la plus représentée au niveau national. Pour ne pas dire que cette banque se trouve dans presque tous les départements. Ça, c'est déjà un point. Ça permet donc d'aller vers cette logique, sinon je dirais, vers cette vision de l'inclusion financière. Permettre à ce que les gens, se coptent et que les gens utilisent des services de banque et autres. Mais dès lors que vous décidez de mettre de côté parce qu'il faut donner au privé, mais je crois que là-dessus, si on s'en tient la définition de la libéralisation de l'État, vous allez rebondir, si on s'en tient qu'à la gestion de la Banque Postale, il a donné des éléments. Pourquoi faut-il aujourd'hui monsieur le journaliste, allez-y, coach. Dans un échange, comme je l'ai dit, qui se veut constructif, il est, oui, bien sûr, on ne devrait pas chercher à influencer les points de vue des autres. Je pose d'abord le préalable. Si mon frère qui est en face de moi me dit que la Banque Postale est bien gérée et qu'il y a des éléments, ça l'engage. Mais je voulais plutôt dire que je ne peux pas prendre un avis tranché sur ce poste-là. Parce que je ne lui apprendrai pas ce cours de management, qui d'ailleurs est enseigné en économie. Qu'est-ce qui permet d'aller vers un changement ou de ne pas changer? C'est la notion de l'efficacité, c'est la notion de la performance. Mais la notion de l'efficacité, elle vit sur l'angle des données chiffrées, comparatives, pour pouvoir dire, comme la situation ne tient pas, essayons une autre option. Mais ça, je ne peux pas vous le dire, s'il vous plaît. C'est là où je vous ai dit, s'il a des éléments qui attestent, noir sur blanc, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, que la Banque Postale est mesurée,
Ça n'engage que lui. Mais moi, je vous ai plutôt dit qu'une privatisation d'une économie devrait permettre une meilleure allocution des ressources. Parce qu'aucun État au monde ne peut être un État providentiel. C'est le temps l'État se dit, si je privatise, qu'est-ce que je gagne? Si je maintiens la banque au sein en l'État, qu'est-ce que je gagne? C'est là où moi je le dis. C'est pas possible. Donc ça veut dire que la notion de la privatisation, je dirais, la notion de la libéralisation cause problème en économie. Okay. Je l'ai dit tantôt aussi. Vous savez comment est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Allemagne est la première puissance économique européenne? C'est parce que l'État a été au centre de cette économie. Le mercantilisme allemand. Mais il y a le excusez-moi, le mercantilisme allemand est l'un des meilleurs modèles. Okay. Qui vous a dit que par essence il était un mauvais gestionnaire? Personne n'a dit ça. Mais voilà. Donc c'est pour dire qu'un État peut détenir des structures publiques, mieux les gérer, et ça ne va pas causer problème. Bien au contraire, ça renforce la concurrence. L'expérience a aussi révélé que ces structures gérées par l'État ont souvent aussi fait faillite. Donc, exactement. Le contraire. Je vous donne l'exemple. Je ne m'oppose pas. Maintenant, moi, je vous assure, à un certain niveau, vous donne ces éléments-là qui allons vers la privatisation, en tenant compte des indicateurs sur d'efficacité et de performance. Sur quelle base, sur quel principe on quitte d'une structure publique à une structure privée? Le Premier ministre l'a dit pendant la campagne électorale. Pour des structures telles que STPU, qui est connu par tous les Congolais, STPU est mal géré, Eker est mal géré, Supéco est mal géré, et d'autres boîtes, CFCE et autres. La privatisation, personne ne s'y est opposé. Je ne me suis pas opposé à cette logique du Premier ministre. Le Premier ministre a été convaincant là-dessus. Mais par contre, monsieur, la banque postale dit tellement que c'est bien géré. Je dis ceci, pour la banque postale, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que la banque postale ne se trouve pas dans le lot de ces structures citées STPU. Vous n'avez pas des éléments, il est préférable à disposition. Comme ça, on va être d'accord. Je comprends pas. On reste dans la logique des choses. Au niveau de la gestion, j'ai une question qui me vient à l'esprit. En quoi la banque postale a pris le Congo dans le désendettement? D'ailleurs, on en a parlé. Ou dans la sortie de la crise économique qui est la nôtre aujourd'hui. Bon, déjà le rôle effectivement de cette banque postale là, parce que la gestion, à vous entendre, elle est meilleure. Déjà, je vais vous répondre. Dans une économie comme la nôtre, oui, on ne peut pas s'en passer des banques, surtout des banques du second rang, parce que c'est de là que l'État tire son financement. Okay. Vous savez, l'avantage d'avoir une banque à capitaux publics, c'est que cette dernière peut alimenter l'État à tout moment. Et je vous ai parlé de la mobilisation de 400 milliards de francs CFA sur le marché interbancaire que l'État avait besoin. Et cette banque, à travers sa bonne réputation, parce qu'il faut se rendre compte, quand une banque se rend sur le marché interbancaire, il est économiste, monsieur jamais économiste, arrive à mobiliser 400 milliards de francs CFA, ça veut dire que cette banque-là bénéficie d'une bonne réputation. Excusez-moi. C'est que cette banque-là bénéficie d'une très bonne réputation. Et je vous ai dit, la gestion de la banque postale, vous êtes Congolais, vous savez, nous savons tous ici quelles sont les structures publiques qui sont mal gérées. La banque postale ne se trouve pas dans ces scandales, c'est l'une de ces structures publiques que nous avons réussi avec une gestion efficace et rigoureuse. Cette banque n'est pas déficitaire, cette banque n'est pas un poids pour l'État congolais, bien au contraire, cette banque est une bouffée d'oxygène pour l'État congolais. Non, monsieur le journaliste, je vous ai dit, il faudrait que nous puissions être très objectifs dans nos analyses. Personne n'est subjectif. Non, je n'ai pas dit que vous êtes. C'est pas parce que je donne un avis comme ça que vous prenez le contraire. Vous dites que la banque a pu mobiliser 400 milliards et c'est un indicateur suffisant pour pouvoir. Permettez-moi s'il vous plaît. A pu mobiliser 400 milliards et c'est un indicateur suffisant pour pouvoir apprécier la performance et l'efficacité de la banque. Moi, je ne vais pas qu'on rentre dans le débat dessus. Moi, si je ne le limite pas, permettez-moi. J'ai retenu cet élément parce que je vais demander des chiffres. Moi, je suis statisticien. J'ai fait mes analyses, je déduis les hypothèses, je ne vérifie pas des chiffres. Donc, si vous me dites que la banque postale est performante et qu'elle est efficace, qu'elle ne mérite pas d'être privatisée, ça, c'est votre point de vue. Et vous avez dit, parmi les arguments, il y a l'argument de 400 milliards mobilisés. Je n'ai pas envie d'aller plus loin dans le débat du seuil. Moi, je suis statisticien. Les statistiques sont faites de façon générale. Mais le problème, c'est que les statistiques sont faites de façon générale. Vous mettez en cause la gestion de cette banque. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit. S'il vous plaît, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai plutôt dit, je ne peux pas tout de suite déduire la gestion de la banque postale. Ne me poussez pas à dire. Il est préférable de rester sur ce. Non, je dis plutôt ceci, que face à la pression de la banque postale ou à son maintien à l'État, il est question de produire un tableau de bord. Dans votre tableau de bord,
je rebondis sur vos arguments. 400 milliards mobilisés, suffisant pour que la banque postale soit appréciée d'une banque à meilleure gestion. Ok. Je ne suis pas. Oui, d'une bonne réputation au niveau national. Mettez-moi le bout de mon raisonnement. Sa vision qui consiste à... Je vous ai compris. Mettez-moi le bout de mon raisonnement. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas spécialiste de l'économie bancaire. Mais je fais une analyse sur la base des chiffres et sur la base des données. Donc, ne me permettez pas d'aller jusqu'au seuil. Jusqu'à quel niveau de mobilisation financière une banque peut être qualifiée d'efficace? Et encore, la banque postale, c'est une banque commerciale. Nous avons d'abord la banque centrale, qui est la banque des banques. Donc, moi, je ne peux pas me permettre, sinon vous allez me pousser aussi à aller faire l'analyse sur les Micodec, sur la BCH, sur les autres banques. Mais par contre, je vous dis que si vous voulez dire que la banque postale soit privatisée ou pas, vous qui donnez un avis tranché là-dessus, produisez-nous un tableau de bord avec des chiffres qui démontrent que la banque postale est une banque qui est l'une des meilleures banques du Congo, mieux gérée. Mon argumentaire s'explique par rapport au projet de société du président Denis Sassou Nguesso. C'est de ce projet de société que l'idée de privatiser les structures publiques émane. Maintenant, je vous dis ceci. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu des explications face à la presse sur cette question pendant la période électorale. Et pour la raison ou pas? Pardon. Je vous ai dit ceci. Okay. Pour les structures publiques citées par le Premier ministre, STPU et les autres, il a entièrement raison parce que la gestion n'est pas efficace parce que ce sont des structures à canard boivé. Vous êtes sûr que le Premier ministre n'est pas suffisamment informé? Je ne sais pas si on se comprend. Okay. Je ne sais pas si on se comprend. Le Premier ministre ne peut que valider ou défendre le projet de société naturellement. Et je ne suis pas contre cette vision des choses. Il a été convaincant en disant que telle boîte ne marche pas, il faut privatiser. Je suis d'accord. Telle boîte ne marche pas, il faut privatiser. Et qu'elle ne marche pas, il faut privatiser. On est d'accord. Mais sur la banque postale, c'est là où je dis cette logique-là ne s'applique pas parce que la réalité de la banque postale n'est pas la même que Eker, STPU, Sopeco et autres. C'est absolument suffisant. Ça, c'est le débat sur les chiffres, sur les éléments et peut-être. D'ailleurs, j'ai déjà posé une question dont vous avez dit tout à l'heure. Je rebondis là-dessus. Je n'ai pas de réponse à vous m'a donné. Est-ce que la banque postale, c'est une banque qui amortit l'économie congolaise quand l'économie congolaise a des chocs? Exactement. Mais parce que nous sommes d'accord que dans d'autres pays, il arrive parfois que le pays est souvent dans les difficultés financières. Que fait l'État? L'État fait recours. Mais c'est ce que l'État fait. Alors que nous sommes dans notre pays, il arrive parfois que l'État demande à la banque postale de payer avec un intérêt ou la banque postale, à un moment donné, peut refuser aussi de payer parce qu'il ne les a pas remboursés. C'est un paradoxe. Non. Parce que si la banque postale était suffisamment bien gérée et que les moyens financiers de la banque postale permettaient de dire ce que vous avez entendu de dire, je ne suis pas sûr qu'on devrait parler de la privatisation. En fait, déjà, Coach Jeannot, on va en chute déjà. Non, parce qu'on a des avis tranchés. Voilà pourquoi je me suis dit, je ne m'attendais pas à ce qui est parce que c'est un débat. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Coach Jeannot débat sur cette question sans pourtant avoir des éléments. Mais je voulais dire, il a parlé de plus d'efficacité. C'est ça qui m'inquiète. Il demande à ce que la banque soit plus efficace et plus performant. Plus efficace. Que vous nous donnez les données chiffrées. Vous savez que, je ne sais pas déjà si Coach Jeannot n'est pas informé. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu une cérémonie à laquelle la banque postale a été élue comme l'une des meilleures banques les mieux gérées en République du Congo au niveau de la RDC, que son directeur a été représenté au niveau de la RDC. Je n'ai pas cette information. Merci. Ils viennent d'obtenir que telles qualifications sont faites, c'est aussi crédible. Hein. Exactement, ils viennent d'obtenir je l'espère, parce que je dis, vous n'allez pas me faire avaler des arguments ici. Ils viennent d'obtenir ce prix-là en matière de gestion. Ils viennent d'obtenir ce prix. Renseignez-vous. Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce débat qui est d'ailleurs assez passionnant. Je crois que Tcheleka aura le plaisir de vous retrouver assez prochainement. Quant à vous, continuez de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales. On vous dit au revoir et à très bientôt. Une dernière information, continuez aussi à suivre Tcheleka qui est d'ailleurs désormais joignable sur son site internet www.tcheleka-media.com et sur ce site vous trouverez toutes les informations nécessaires comme d'habitude. Au revoir et à très bientôt.